tu sois C'est prêt. parti. Mon père a acheté en 1920. OK. Alors, on est avec le docteur Bertrand, Pierre Bertrand, qui est impliqué beaucoup dans la communauté donatienne et qui va nous donner un petit peu là, de son vécu à Saint-Donat. Alors, vous mentionniez que vous avez commencé à venir en 1932 avec votre père. C'est ça. On a pour l'été, là. OK. Et puis, ma mère qui est ici à la campagne, là, pour mourir. Mais l'air des montagnes, ça se supposait être bon pour les poumons, à cette Ouais. époque-là. Là. Fait qu'elle entourait ça pour qu'on ait des bons poumons. Alors, c'était un peu comme ça que vous Ouais. êtes... Là, ben, on était sur le bord du lac Archambault, là, au bout de l'eau 21, 22, 28, excusez. Et puis c'était un shack qu'on avait de chasse et pêche, là. C'est un étage, c'est assez grand, là. C'était en bois, pas blanchi, là. OK. Quelqu'un en bois Boîtière. rough, là. Boîtière, même pas boucheté, là. Vous voyez le jour entre les planches. Fait que c'était bon pour l'été. Oh, ouais. D'autres, des enfants, on aimait bien ça, là. Puis, dès que les classes recommençaient, ben, on retournait en ville. Puis, pour le moyen de transport, on arrivait à Saint-Donat, en automobile, au moulin. Oh mon Dieu. C'était le moulin Charbonneau, avant que ça passe à Joeysa. Oui. Qui était au Parc des Pionniers, en fait. Ben là, oui, mais il était pas le plus qu'au Parc des Pionniers, c'était l'autre. C'était. Raymond. Hein? Raymond? C'est ça, c'était Raymond, qui a vendu à la chapelle. Oui. Fait que je suis là à côté, là, au moulin à bois de Charbonneau, là, on avait même un hangar, un beau tasse, là, dans lequel on mettait notre chaloupe. Là, on s'en venait ici avec notre chaloupe. Puis ça a duré un certain temps. Après ça, c'était. On venait ici avec le yacht du manoir du Château du Lac. OK. C'était M. Rivet qui conduisait. Le grand-père de Claude. C'est Claude qui s'appelle? C'est la rue principale. C'est la rue du Lac, là. C'est Claude. Non, c'est bien. Marie d'Hélène Regimbal. OK. C'était son grand-père qui menait le bateau du Château du Lac. Puis là, on arrivait au mois de juin, à ce moment-là, c'était plus tard, là, j'étais au collège, là, on arrivait au début de juin, avec tout notre stock, toutes nos affaires, puis on débarquait ça ici, puis là, ben, nos bateaux étaient ici. Là. On sortait toutes nos affaires hein, pour se promener, pour pouvoir circuler sur le lac. Et puis, au mois de septembre, on partait en ville. Puis le chemin, ça serait Le chemin fait... Hector Bilodeau, il s'est fait en 39. J'ai commencé en 39. Et puis en 39, ils commençaient, ils ont fait un bout, ils partaient du village, ils s'en venaient vers ici, puis ils partaient de la 329, puis ils essayaient de se rejoindre les deux bouts. Là. OK. Avant que les deux bouts se rejoignent, on était rendu en 1945. Pas bien long, 6 ans. C'est ça, à tout hiver, il y avait un gars. C'était le temps de Duplessis, ça fait que ça allait selon les élections. Hein. C'est ça. C'est ça. Fait que là, il y avait un petit peu d'argent qui avait demandé, fait que là, il faisait un petit bout de chemin. Puis en 45, ben là, il y a eu une coopérative qui s'est faite ici à Saint-Donat pour amener l'électricité. Ça, c'est Fernando Coutu, je pense qu'il y avait... Fernando, était-il dans la coopérative? Moi, je me souviens pas. Il y avait parti... Probablement qu'il était là-dedans. C'est ce qu'on a nous, dans les Ah oui? documents, là, Fernando. Ben, ça devait, le moulin électrique, c'était à lui. Oui. Parce que le moulin, il était pas assez fort pour nous fournir tout le monde. Là. Fait que là, ils ont fait la compagnie. Ils achetaient l'électricité de la coopérative. Ils achetaient l'électricité de la Gatineau Power. Ouais. Puis ça arrivait par Saint-Agathe, ça. Donc, fait toute une ligne électrique de Saint-Agathe jusqu'ici. Fait que là, on avait une route qui se rendait ici, puis on avait l'électricité. Fait que là, mon père a décidé de bâtir une maison plus confortable. OK. Alors ça, c'est en 45. Fait qu'en 45, la guerre n'était pas finie.
Fait que les matériaux de construction étaient rares, étaient tous rationnés puis pris par l'armée. Là. Fait que on finit par tout avoir pour bâtir, mais la maison était finie en bardeau d'amiante, c'était en mode dans le temps. OK. Et puis c'était assez grand, cette maison-là. Elle a passé au feu il y a à peu près 4 ans. Et puis, c'est ça. Fait que là, on voyageait, on emmenait directement en auto à la maison, puis on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas installé ça parce que mon père n'avait pas l'intention de venir l'hiver. Il ne faisait pas aucun sport d'hiver, lui, là. On a installé le chauffage dans cette maison-là, rien qu'au décès de mon père, en 1971. Et puis, c'est ça. Fait que là, la maison a passé à ma soeur quand mon père est mort. Moi, j'ai eu un bout de terrain ici, je me suis bâti. Puis, où est-ce qu'on en était, là? Je ne sais plus. Ah, ben là, on a fait un bon bout de chemin, là. Dans le coin ici, est-ce qu'il y avait, resté les seuls villégiateurs ou s'il y a... Dans les années 40, là, il y avait notre premier voisin, c'était le chanoine Groux. Dans les années 30, il y a le chanoine Lionel Groux. C'était pas chanoine à ce moment-là, il s'appelait Lionel Groux, qui a été vendu à Brown, M. Brown. Non, été vendu à M. Thibodeau. Pas le Thibodeau acteur, là. Non. Non. Lui était dentiste, mais un de ses fils, André, était au FTQ, là. Il était secrétaire de FTQ. OK. Puis son grand chum, c'était Fernand Daoust. Son chum de petite école, là. OK. Fait que Fernand, il venait passer quelques jours ici. On s'est connus, les autres, Fernand et moi, on était, comme on dit, on était en culotte courte, là. OK. C'est toujours connu, en fait. OK. Et puis après ça, lui, le dentiste est mort assez... Quelle année, il est mort? Je ne sais plus. Ça devait être des années... Je ne me souviens pas pantoute. Bon. Autour de 1950, je sais bien. OK. Là, ça a été vendu à Brown. La maison, le terrain du chanoine Groux. C'est là que Brown a bâti la grosse maison en pierre qui appartient maintenant à M. Raymond. OK. Qui Qui était l'ancien président de la banque? Pas celui-là. Pas celui-là. Lui, il était à CIBC dans les affaires de banque aussi. OK. Je pense que c'est CIBC. Et puis, c'est ça. Maintenant, ce qu'il y avait comme villégiateur, ici, il y avait. C'est ça, près d'ici, là, c'est ça, il y avait le chanoine Groux, il y avait nous autres, puis tout de suite après, c'était les curés Pinot, qui est maintenant qui est la villa Saint-Benoît, là, au chemin de l'arrivée. OK. Oui, l'arrivée, oui. Ça, ça appartenait au curé Pinot, qui étaient deux frères. Un était curé à Montréal, à Saint-Nom-de-Jésus et Marie, dans Schlaga, la Maisonneuve. Puis l'autre était curé à Sainte-Madeleine-du-Tremont. Puis il restait ici, il passait l'été ici, l'autre avec une de leurs sœurs, Georgette. Fait que nos excursions, oui, à part ça, comme touriste, il y avait l'autre bord, il y avait des curés qui avaient partout. Ça. Ben oui, il y en avait plusieurs. Il y avait une île juste en face de l'estuaire de la Sainte-Geneviève-Saint-Michel. Okay. C'était M. Bélanger, un abbé Bélanger qui était là. La pointe des prêtres, juste en face, là, c'était les prêtres de Sainte-Thérèse. OK. Ça a été parti beaucoup par des prêtres de Sainte-Thérèse, parce que Lionel Groux, là, il enseignait au Collège Sainte-Thérèse. Ouais. Ce terrain ici appartenait à un autre prêtre de Sainte-Thérèse qui enseignait. Là. OK. Les Pinots, non. La pointe des prêtres, oui. Fait que, donc, les Sainte-Thérèse avaient quand même trois terrains assez importants. Le mot se donnait. Ben oui, ben, c'était dans le nom. Ils enseignaient eux autres, fait qu'il il était en vacances. Là. OK. Ensuite, il y avait les pères du Saint-Sacrement, où est M. Bouchard. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme communauté? Dans Baie-de-l'Ours, dans Baie-de-Tir, il y avait plus de touristes. Il y avait 3 ou 4 touristes. Là. Il y avait M. Mercier qui était là. Donc, je me souviens, dans les années 30. Là. Mm-hmm. Puis, aussi, il y avait les Denis à côté du manoir des Laurentides. Là. OK. Ça,
Ça, c'était un peu plus tard, je pense. Je pense qu'ils étaient dans les années 40, eux autres. Bon, ça, puis il y avait comme touristes. En fait, c'est vraiment le début là, de la Oui, villégiature. puis, ben, il y avait évidemment toute la famille ça, l'autre bord. Là. Mhm. Puis chacun, dans ce temps-là, il y avait un paquet de marques de petits moteurs de chaloupe. À la fin, il n'y avait rien qu'une marque, c'était Johnson, là, ou Beavenwood. Ouais. Non, mais autrefois, il y avait 5-6 marques. Puis chacun avait son petit moteur différent. De sorte que quand on entendait poser une chaloupe sur le lac, on savait qui C'est vrai c'était. que c'était. Juste le son. Juste par le bruit, on savait que c'était. Ensuite, avec nos excursions, ben, des excursions d'adolescents, on faisait le tour des montagnes, tu sais, on faisait surtout le tour des tours à feu. OK. Fait qu'il y avait le Mont-Godette, Mhm. il y avait la tour à feu du Lockhart Trois-Roues, il y avait le Mont-Royaux. Uh-huh. Ensuite, il y en avait un autre au Carcan. Ouais. Puis après tout, je pense, comme tour à feu. Ça, vous ne deviez pas avoir le droit de monter, là. Oui. De monter dans le tour, ouais. Ah oui. Y avait-tu un gardien en permanence, là? Il y avait un gardien qui était là, mais on le connaissait tous, là. Ouais, ben ouais. Ouais. Ah non, le champ était libre et ouvert à tout le monde. OK. Il n'y avait aucune restriction. Ça, j'imagine que le gardien, il arrivait là au printemps, fin du printemps. Mais souvent, il restait en bas, comme la tour de Godette, ben, c'est M. Godette qui était là. Ouais. Il restait en bas. Fait est-ce qu'il montait tous les jours, là, souvent? J'imagine quand il pleuvait, il montait bas, là. OK. Puis, au Mont-Royaux, je ne sais pas qui était gardien au Mont-Royaux. Aucune idée. Puis là, au Carcan, ben, c'était la famille Lavoie, je pense. OK. La famille de François Lavoie. Puis ben, les excursions, surtout de la pêche, hein, surtout des excursions de pêche. Ça mordait un peu dans ce temps-là. Et comment? Excursions de pêche. On faisait des grosses excursions. On partait 3 chaloupes d'ici. Hein. On montait jusqu'au lac Lajoie. Puis après ça, bon, il y avait un portage, qui est quand même une route qui est là actuellement. Mhm. C'était une route de bois. Là. Et puis on allait jusqu'au lac Oura. Là, on allait à la pêche au lac Oura. Puis le gardien de la tour dans ce coin-là, le garde forestier dans ce coin-là, c'était un monsieur Labelle. OK. C'était le grand-père de Sylvain. OK. Puis, puis ça, ensuite, ben, j'allais à la pêche beaucoup avec Dona Issa. Dona Issa, c'était en famille. C'était le deuxième. Je pense que le plus vieux, c'était Joe. Après ça, c'était Dona. Il restait au village, mais il aimait ça aller à la pêche. On allait à Rivière-Michel, tous les deux, on montait jusqu'au ruisseau. Il appelait ça les Fourches. Le ruisseau Saint-Martin. OK. On montait là avec un petit canot sur le dos. Puis on venait avec 80 truites. À la mouche, hein, pas ouvert, à la mouche. Ça, c'est autour de la rouge qu'il y avait? La rouge, ouais. Dans ce temps-là, la limite était 40 par personne. Oui. Par jour. Fait que, on ne prenait pas plus que notre limite. On était bien raisonnable. Il y avait de quoi manger pour une partie de la semaine. C'est ça. Oh, oui, quand j'étais jeune ici, on avait de la truite toutes les semaines. Il n'y a pas un vendredi qu'on n'avait pas notre repas de truite. Là. Tout l'été, on avait de la truite. On en prenait ici, sur le bord de l'eau, en face de la maison, au printemps. Là, on en prenait quasiment tant qu'on voulait. As-tu de la rouge ici aussi? C'était de la truite rouge, puis il y avait de la grise, puis il y avait aussi du corrigone. OK. Dans ce temps-là, c'était le nom corrigone, tu n'as pas connu, ils appelaient ça du poisson blanc ou du hareng d'eau douce. C'était bon, ça. On aimait ça autant que la truite. Elle était plus difficile à prendre, la corrigone, que la truite, parce que la corrigone avait un petit bec de rien. OK. Fait qu'il têtait le verre, puis il sauvait avec le verre, puis il se poignait pas. Puis après ça, si on parle de pêche, là, après ça, il est arrivé à Perchaude, puis le crapet soleil, et puis la barbotte. Le crapet soleil a disparu. Il y a eu une manifestation, ça a disparu, cette affaire-là. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est-tu arrivé par des pêcheurs qui sont là avec des ménés? Comment c'est arrivé?
Ça suivait, à un moment donné, sur la Croix-Rouge, à un moment donné, c'est dans ce qu'on nous appelait ça Rivière-Rouge, dans le temps, Master, il appelle ça la Rivière-Blanche. Puis à un moment donné, ça arrivait dans le lac Archambault, ça avait l'air des poissons qui grimpaient tranquillement, là, ça valait. Mais le crapet soleil, pourquoi fait qu'il a disparu? C'est même beau parce qu'il était surpêché, c'est pas vrai, là. Les autres poissons, la grise ou les autres sortes fleurissaient. La grise, mais puis là, après ça, de toute façon, on prenait ça régulièrement, on prenait de la. Tous les dimanches, on allait prendre une coupe de grise. Ça, on allait tomber ça, c'était régulier, là. Ça faisait partie. OK, ça faisait partie de la activité. Ouais. Et puis après ça, ils ont semencé de la Wananiche. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, dans les années. Ça doit être dans les années 60, 65, 70. Là, la Wananiche s'est développée beaucoup au début. Là, fait que là, tout le monde allait à la pêche, ça se peut pas. Là, ils ont coupé la pêche parce que la population de truites grises baissait, puis le Wananiche aussi. OK. Le chigan est arrivé après la perche rouge. Après la perche rouge, après le crapet soleil, puis après le barbotte. Là, le chigan est arrivé. Peut-être que c'est le chigan qui a fait disparaître tout le reste. Là. Ah, ben, je sais, nous autres, on a de la chigan, on n'a plus de pas chaude, il n'y a plus de crapet. Ça qui est arrivé, c'est peut-être ça. C'est pas race. Ouais, ça, c'était nos activités. Ensuite, ben là, en 1946, ils ont découvert l'avion qui était. Libérateur, à Montagne-Noire. À Montagne-Noire. Il y avait un paquet d'avions qui se promenaient, on se demandait ce que c'était. Ils cherchaient un avion qui était perdu, qui était parti de Cartierville, puis il était perdu. Puis là, ils cherchaient. Puis à un moment donné, ils ont dit, la gang de Cartierville a appelé, puis ils ont dit, cherchez-le plus, il est entré, l'avion qu'on craignait perdre, qu'on craignait avoir perdu, il est rentré à l'aéroport. Fait que les gars, on a vu un avion sur Montagne-Noire. Fait que là, on a commencé à fouiller dans les archives, puis on dit, ça doit être le Libérateur. Okay. Fait que là, il y avait une équipe qui, à pied, je pense qu'il y avait M. Godette là-dedans. Là, oui. Puis il y avait le maire du temps qui s'appelait. Comment il s'appelait? Voyons, son nom échappe. Puis là, les avions de l'armée, ils survolaient la Montagne-Noire, puis 2 minutes qu'ils arrivaient au-dessus de l'avion, ils piquaient du nez dans l'air pour dire aux gens qui étaient à pied, là, à peu près. Non, parce qu'il n'y a pas de chemin, là, c'est ça. Non, ils étaient dans la forêt, puis il n'y a pas de GPS, il n'y avait rien en ce temps-là. Ouais. Ils s'en allaient au pif, là, pour leur dire où était l'avion. Fait que finalement, ils l'ont trouvé. Quand ils ont fait les funérailles, il me semble que c'était au mois de juin, ça. Il y avait 24 ans, je pense qu'il y avait 24 morts là-dedans. Là. Oui. Puis quand je suis monté là, la première fois, là, on voyait bien que l'avion est allé frapper un cap de roche. Presque, il était 50 pieds de plus, puis il passait par-dessus la montagne. Là. Il a failli ça. Il a failli passer. Il a failli passer correct. Quoique non, il aurait été ébréché pas mal, parce qu'on voyait l'avion, le nez de l'avion était comme écrasé sur le cap. Vous allez voir là? Non, je n'ai pas été. Actuellement, ils ont fait en bas, ils ont mis des petites croix, on voit le cap, puis en haut du cap, ils ont fait une espèce de plateforme pour voir. Là. Le nez de l'avion était collé sur le cap. Et puis il arrivait du nord-est. Non, toujours. Et puis quand on était en haut, on voyait bien que les arbres avaient été coupés. Là, on voyait dans l'arrière de l'avion, là, tous les arbres coupés en montant. Donc, on voit bien que la dernière minute, là, la dernière minute, ils ont essayé de remonter. Ils ont fait la montagne trop tard. Okay. Ils ont essayé d'éviter. J'imagine qu'à ce moment-là, la température ne va pas être trop belle. Ben, il était dans le brume, comme on disait. C'est ça. Puis il ne voyait rien. Puis les funérailles étaient tristes parce que t'as du monde en haut de 50 ans, t'as des parents des aviateurs. Nous, dans ce temps-là, 50 ans, on trouvait ça vieux. Ouais. Puis il y en avait qui venaient de Vancouver, puis il y avait de la bière à monter. On marchait d'autant dans le bois d'un sentier, de taroche, là. On passait par le lac Cristal, puis d'autres, on était jeunes, évidemment, on n'arrachait pas, nous, on avait du fun, mais les autres, là, étaient dessus.
Il y avait 3 funérailles, une protestante, une catholique, puis une juive. Puis là, après ça, ben, les touristes sont mis là-dedans, montés régulièrement, voir ce qui se passait. Ben, tout le monde qui passait l'été ici, ça faisait partie des excursions. À ce moment-là, il avait enterré les corps en haut, sur la montagne. Les corps en haut. Ils ont descendu, je ne sais pas quand, mais... Oui, c'est ça, ils sont rendus au cimetière aussi. Ouais. Le fameux feu de 1946, là. Oui. Ça, c'était assez impressionnant. Je ne suis pas rendu à ce feu-là, mais je me suis rendu à un autre feu, par exemple. Je me suis fait prendre pour aller travailler au feu. Il y a juste autre bon en face, ça, qui n'a pas duré, ce feu-là. Mais celui de 1946, là, la 125, c'était à la 18 dans le temps, là, dans le bout du lac Poirot. On voyait à peine, pas dans l'autobile, puis c'était rien que la fumée, on voyait quasiment rien. Ça avait parti quasiment au village, là? Non, ça avait parti, je pense. Plus loin, non, j'ai voulu demander, j'ai tout demandé à Serge Richer, puis j'ai pas trop voulu insister. J'ai l'impression que ça a parti de la terre de son grand-père. Ah! J'ai l'impression que ça a parti, il a fait un feu d'abatis, parce qu'il faisait de la terre. C'était au lac, lac à foin, au lac des Aunes. C'est ça, ils appellent ça le lac des Aunes. Nous autres, dans le temps, on appelait ça le lac à foin. Mais le lac des Aunes, ça a fait un méchant bout. Ça a descendu. Ça a descendu jusqu'au barrage du lac Poirot. Oui. Puis là, il y avait un moulin à bois sur le chemin Saint-Guillaume, qui était, je ne me souviens pas à qui. Xavier Grenier. Ouais, au bout du lac Poirot. C'est ça. Xavier Grenier. Il y avait même un bout de terre, là, puis des animaux. Puis le feu a passé par-dessus la baie, hein. Puis, il a passé au lac Croche. Après ça, il a passé au lac Croche. Puis il s'est rendu au lac Silver. Puis on voit la trace, au lac Silver, on voit la trace par les arbres, les trembles, puis les bouleaux, là. On voit où ça a passé. À côté, ben là, on tombe dans le sapinage, puis dans le bois franc. Puis là, ben, le curé Mondor est arrivé, puis il a dit, le feu va arrêter ici. Dit-on. Que le feu a arrêté. Il a fait arrêter. Ça, c'est l'histoire du feu. Après ça, que vous étiez dans vos... Bon. Je ne me souviens plus. Après ça, votre implication. S'il y a d'autres choses au niveau... On va arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai peur que... OK.